Alors, par rapport maintenant à la leçon du jour, donc, ça entre dans le chapitre donc, de la première partie du programme. Le programme d'histoire donc divisé en deux grandes parties. Il y a la partie A et la partie B. La partie A concerne donc le monde contemporain. Donc la première leçon jusqu'à la leçon 9. Et la deuxième partie de la leçon B donc, concerne les civilisations à partir de la leçon 10 jusqu'à la leçon 19. Alors, pour la première partie donc, dans ce chapitre A, c'est le monde au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La première leçon d'aujourd'hui, pour la leçon d'aujourd'hui, concerne donc les conséquences de la guerre et les règlements du conflit. Quand on parle des conséquences de la guerre, il s'agit de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Deuxième Guerre mondiale donc, qui va de 1939 à 1945. Donc, 39-45, 1939-1945. Donc, période pendant laquelle s'est déroulée cette Deuxième Guerre mondiale. Alors, quand on parle de guerre mondiale, donc une guerre mondiale, c'est une guerre donc, qui a frappé l'ensemble des continents, d'où le terme donc guerre mondiale. Alors, on se réfère par rapport au titre donc conséquences de la guerre et les règlements du conflit. Quand on parle des conséquences de la guerre, c'est le que la guerre a des conséquences sur plusieurs plans, plusieurs aspects. Donc, on aura des conséquences au plan économique, des conséquences au plan politique, des conséquences au plan financier, des conséquences au plan moral. Donc, il y a plusieurs aspects par rapport à ces conséquences. Et les règlements du conflit passent par deux étapes. Il y a donc l'organisation de conférences. On passera par l'organisation de conférences. Organisation de conférences. Il y a plusieurs conférences qui sont organisées. De conférences et la mise en place de l'ONU. La mise en place de l'ONU. Donc, pour le nouvel ordre, il y a l'organisation de conférence, mais aussi il y aura des remaniements territoriaux. Remaniements territoriaux. Des remaniements territoriaux. Et ces remaniements territoriaux vont concerner aussi bien l'Europe, l'Afrique, mais également l'Asie. Il y aura des États qui vont perdre des territoires et d'autres qui vont en profiter pour agrandir leur territoire. Alors, concernant maintenant les conséquences de la guerre, il y a ce qu'on appelle une hécatombe humaine. Donc, il y a des conséquences au plan humain. Donc, les conséquences démographiques. Conséquences démographiques. Donc, les conséquences démographiques. Alors, le bilan humain de cette guerre est estimé entre 50. Donc, on compte entre 50 et 60 millions de morts. 60 millions de morts. Donc, c'est le conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, où le monde a perdu donc un nombre important, entre 60 et 50 millions de morts. Et parmi ces 60 et 50 millions, donc plus de la moitié, donc plus de la moitié constituée de civils. Donc, plus de la moitié, constitués de civils. Plus de la moitié sont des civils. Alors, pourquoi des civils? Parce qu'il y a l'utilisation de l'arme nucléaire, la bombe atomique, qui a ravagé des villes et des villes, mais aussi la guerre qui a donc, on a mobilisé beaucoup de civils pour participer à cette guerre et le bombardement aussi des villes, principalement des villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Alors, quand on dit qu'il y a entre 50 et 60 millions, ça veut dire que les États n'ont pas été touchés au même niveau. Il y a des pays comme l'URSS qui a perdu plus, la Russie donc avec plus de pertes en vie humaine estimées à près de 25 millions ou 27 millions de morts. Il y en a la France qui en a perdu un nombre important, l'Angleterre, de même que l'Allemagne, avec des nombres importants. Donc, il y a des effectifs très importants. Il y a ce qu'on appelle le désarroi moral. Après le constat démographique, il y a un désarroi moral. Donc, par rapport au désarroi moral, la découverte des camps de concentration des Juifs, donc qui avait un projet d'extermination des Juifs, les Allemands avec Hitler, ce projet d'extermination, et dans les camps de concentration, il y a l'utilisation des gaz asphyxiants. Donc, ça amène un désarroi par rapport à la morale de l'humanité. L'utilisation aussi de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. Il y a l'ordonnance donc par Truman d'utiliser les deux bombes atomiques, respectivement les 6 août pour Hiroshima, 6 août 1945 à Hiroshima. Donc, Hiroshima, une ville japonaise, et l'autre bombe sera lancée le 9 août de la même année
45 à Nagasaki. Donc à Nagasaki. Donc Hiroshima et Nagasaki. Donc les deux bombes faisant près de 200 000 morts. Hiroshima avec 130 000 morts. 130 000 morts. Et Nagasaki avec environ 70 000 morts. Donc les deux bombes, les dégâts avec environ 100 000 décès. On compte environ 100 000 morts donc, par rapport à ces deux bombes, rien que ces deux bombes utilisées dans ces deux grandes villes. Et il y a beaucoup de pertes en vie humaine concernant surtout les civils. Et l'humanité me tombe donc dans un désert total avec l'utilisation donc des cadavres pour des expériences, avec l'utilisation donc des cadavres soit pour des expériences ou l'utilisation à des fins industrielles. Et là, l'humanité est totalement traumatisée. Alors, à part les conséquences au plan démographique, le désert moral, il y a aussi des dégâts matériels. L'Europe a surtout subi d'énormes pertes en vie, en dégâts matériels, parce qu'étant le principal champ de bataille ou le principal théâtre des opérations. Ces dégâts, c'est la destruction des villes, la destruction des voies de communication, des infrastructures de communication, les unités industrielles, mais aussi les exploitations agricoles. Donc toute l'économie de l'Europe est en paralysie parce que les infrastructures de production sont complètement anéanties, que ce soit les routes, les aéroports, les ports, le chemin de fer, la voie maritime avec les ports. Donc, toutes ces infrastructures sont détruites et l'économie européenne est au ralenti. Donc, du moment que l'Europe est en ruine, d'autres en ont profité, comme les États-Unis, pour propulser leur production industrielle. Donc, il y a des États qui ont suivi négativement et d'autres qui en ont profité pour augmenter leur production. C'est le cas de l'Australie, c'est le cas des États-Unis, mais également c'est le cas de l'Afrique du Sud. Ces États donc ont bénéficié de cette guerre. Alors, concernant maintenant ses conséquences au niveau politique. Au niveau politique, la Seconde Guerre mondiale a placé l'Europe au second rang. L'Europe est reléguée. L'Europe qui, avant la guerre, occupait la première place, donc au niveau politique et économique, sera reléguée au plan politique. L'Europe est reléguée au second plan. Il y aura une nouvelle carte du monde qui va se dessiner parce qu'il y a des pays qui vont perdre une partie de leur territoire et d'autres en ont profité pour agrandir leur territoire. Donc, politiquement, il y a l'émergence de deux superpuissances, c'est les États-Unis et l'URSS. Donc, les États-Unis et l'URSS, donc les deux grands qui vont émerger. Donc, ce sont les deux grands. Donc, forment les deux grandes puissances qui vont diriger le monde. Politiquement, donc, c'est les deux superpuissances qui vont émerger et l'Europe sera reléguée au second plan. Voilà donc pour ce qui est du bilan de la guerre avec les différents aspects, que ce soit au plan démographique, au plan moral, au plan économique, au plan matériel, donc il y a ces dégâts. Alors, le bilan qu'on peut tirer maintenant de cette guerre, c'est un bilan qui est très lourd et mitigé parce qu'il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Maintenant, le règlement du conflit. Pour régler ce conflit, on passe par l'organisation de conférences. Il y a des conférences que les vainqueurs de la guerre, c'est-à-dire la guerre qui opposait deux camps, il y a le camp des Alliés. Donc le camp des Alliés, les Alliés et le camp de l'Axe. Donc le camp des Alliés, les Alliés formés par des pays, donc les États-Unis, il y a le Royaume-Uni, il y a la France, etc. L'axe, c'est Rome. L'axe donc Rome, Berlin et Tokyo. Donc, c'est-à-dire, l'axe est formé par les trois. C'est l'Italie, c'est l'Allemagne, mais aussi c'est le Japon. Tokyo, donc, c'est ça, donc les deux alliés. Alors, à l'issue de la guerre, donc les vainqueurs de la guerre vont décider de s'organiser et de mener maintenant la politique du monde, d'où l'organisation des conférences. Et parmi ces conférences, il y a les conférences tripartites réunissant les trois grandes puissances. Donc, les trois grandes puissances qui vont organiser ces conférences pour décider du sort de l'Allemagne, mais aussi du sort de l'Europe et des destinées de ce monde. Et parmi ces conférences, il y a la conférence de Téhéran. Donc, conférence de Téhéran. Il y a la conférence de Téhéran. Donc,
c'est l'organisation de conférences tripartites. Il y a les conférences tripartites. Conférence tripartite. Pourquoi tripartite? Parce qu'il y a les 3 nations qui vont se réunir. C'est les États-Unis, c'est le Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS. Donc, qui vont se regrouper pour l'organisation de ces conférences. Et parmi ces conférences, il y a la conférence de Téhéran, la conférence de Téhéran, qui s'est déroulée en Iran. Donc, conférence de Téhéran en Iran. Donc, cette conférence regroupe donc les 3 puissances alliées du 28 novembre au 1er décembre. Donc, du 28 novembre au 1er décembre. Du 28 novembre au 1er décembre 1943. Alors, dans le cadre de développement de ces conflits, et les 3 ont des représentants pour les États-Unis. Ce sera Franklin Delano Roosevelt des États-Unis. Donc les États-Unis sont représentés par Roosevelt des États-Unis. Il y aura Churchill du Royaume-Uni. Et il y aura Stalin de l'URSS. Donc, les 3 représentants de ces nations vont se réunir à Téhéran pour décider maintenant, pour prendre certaines décisions. Alors, lors du jour de cette conférence, c'était après la fin de la guerre, mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible. Parmi les décisions majeures qui seront prises, c'est l'ouverture d'un front à l'Est pour faire capituler l'Allemagne le plus rapidement possible. La mise en place d'une stratégie militaire qui consiste d'abord à éliminer l'Allemagne d'abord, après avoir éliminé l'Allemagne, faire le maximum possible pour éliminer l'Italie et ensuite le Japon. Alors, un débarquement a été prévu, c'est le débarquement de Normandie en fin mai 1944 et le principe de création d'une nouvelle organisation pour remplacer la SDN. Alors, c'est lors de cette conférence de Téhéran où on avait décidé, donc une décision de la création de l'ONU. Et l'ONU va remplacer une structure qui était déjà en place pour se servir du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. L'ONU va remplacer la SDF. Donc, de l'ONU qui va remplacer la SDN, la Société des Nations, SDN. Et la SDN avait été créée après la Première Guerre mondiale, le 28 juin 1919, à l'issue de la Première Guerre mondiale lors du traité de Versailles. N'empêchant pas la Seconde Guerre mondiale, et maintenant cette organisation sera dissoute après la Deuxième Guerre mondiale et l'ONU sera mise en place pour garantir la sécurité et la paix dans le monde. Après la conférence de Téhéran, il y aura une seconde conférence tripartite, c'est la conférence de Yalta. Donc à Yalta, il y aura une autre conférence qui va se tenir, donc la conférence de Yalta. La conférence de Yalta. Donc la conférence de Yalta. Donc la conférence de Yalta. Qui s'est déroulée du 4 au 11 février. Du 4 au 11 février 1945. Donc, selon une conférence tripartite, Yalta, donc c'est en Crimée, en Ukraine. Donc, c'est en Ukraine, dans la région de Crimée, où s'est déroulée cette conférence. Les mêmes dirigeants, Roosevelt des États-Unis, Churchill et Stalin, vont être donc les acteurs de cette conférence et vont représenter les 3 nations. Alors, durant cette conférence de Yalta, il y a aussi d'autres décisions ou des décisions majeures qui ont été prises. Parmi ces décisions majeures, donc la conférence de Yalta, donc, il y a l'Allemagne qui va payer les réparations de guerre avec 20 milliards de dollars. Donc, l'Allemagne doit faire des réparations de guerre. L'entrée donc en guerre de l'URSS, donc du côté des Alliés, donc c'est une décision aussi majeure qui a été
brisée. La frontière entre l'Allemagne et la Pologne sera repoussée jusqu'à la ligne Oder-Neisse. Une autre conférence après la conférence de Yalta, la deuxième conférence tripartite, c'est la conférence de Potsdam. Donc la conférence de Potsdam. Potsdam, donc c'est près de Berlin. Donc c'est en Allemagne. Alors, cette conférence donc de Potsdam qui va se dérouler du 17 juillet au 2 août. Donc du 17 juillet au 2 août 1945. Alors, il y aura des changements. Roosevelt ne va pas assister à cette conférence parce qu'avant la tenue de la conférence, il est déjà assassiné le 12 avril 1945. Donc, les États-Unis seront représentés par Harry Truman. Donc, ce sera Harry Truman des États-Unis. Toujours Joseph Stalin de l'URSS. Donc, Stalin va revenir. Mais il y aura en URSS Churchill puis Clément Attlee. Donc, Churchill qui va revenir. Puis Attlee. Puis Clément Attlee. Donc, puis Attlee. Ils vont revenir. Alors, Attlee va revenir parce qu'il va gagner les élections de représentativité et va remplacer Winston Churchill. Après maintenant, l'organisation de ces conférences, il y aura un procès pour juger les criminels de guerre, c'est le procès de Nuremberg qui va se dérouler du 20 novembre 1945 donc jusqu'au 1er octobre 1946 pour juger les criminels de guerre. Alors, première étape du règlement du conflit, les conférences, et deuxième étape sera les remaniements territoriaux. Donc, des changements par rapport au territoire. En Europe, on va essayer à ces remaniements territoriaux. L'Allemagne, de même que la Pologne, il y aura donc la frontière de la Pologne qui sera repoussée jusqu'à la ligne Oder-Neisse avec l'Allemagne. En Europe, en Afrique par exemple, l'Allemagne et l'Italie vont perdre l'ensemble de l'autonomie d'Afrique. Le Japon va perdre l'ensemble de ses colonies aussi d'Asie au profit de l'URSS. Et ça amène des remaniements en Europe, des remaniements en Asie, mais également des remaniements en Afrique. Et l'autre grande décision majeure, c'est la mise en place de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, qui va changer maintenant du maintien de la paix et de la sécurité. Donc, l'ONU, à sa création, au départ, on avait 51 États signataires. 51 États signataires de la Charte des Nations Unies. Donc, 50 États signataires de la Charte des Nations Unies. De la Charte des Nations Unies. Donc, à sa création, l'ONU avait 51 membres. Donc, 51 membres, et au fur et à mesure maintenant, le nombre d'États va augmenter. Et cette organisation des Nations Unies a été créée lors de la conférence de San Francisco. Donc, conférence de San Francisco aux États-Unis, et précisément l'ONU va naître officiellement le 24 octobre 1945. Donc, l'ONU, créée le 26 juin 1945, va entrer en vigueur le 24 octobre 1945. Et dans son fonctionnement, l'objectif d'abord, c'était de maintenir la paix et la coopération dans le monde, coopération entre les États, mais aussi le développement entre les États. Voilà les principaux buts. Maintenant, comme organe de fonctionnement, il y en a 6. L'ONU a 6 organes de fonctionnement. 6 organes de fonctionnement. Donc, il y a 6 organes de fonctionnement. Il faut connaître les 6 organes de fonctionnement. Il y a le secrétariat général, il y a l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil de tutelle, le Conseil économique, social, mais aussi et environnemental. Voilà donc les 6 organes de fonctionnement. Et l'ONU agit à travers ce qu'on appelle des institutions spécialisées. Et parmi les institutions spécialisées, il y en a qui sont spécialisées dans le domaine économique, donc institutions spécialisées, donc les institutions spécialisées de l'ONU, donc les institutions spécialisées de l'ONU. Il y en a qui interviennent dans le domaine économique, donc au niveau économique,
Donc, on peut retenir l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Au niveau financier, il y a le FMI, le Fonds monétaire international, mais également il y a la Banque mondiale. Au niveau social, il y a l'UNESCO, l'UNICEF, on peut noter l'UNICEF, donc Organisation des Nations Unies pour l'enfance. Il y a le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc il y a la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Il y a l'UNESCO bien sûr. UNESCO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Donc, les actions de l'ONU, c'est à travers des institutions spécialisées. Et ces institutions, c'est soit au niveau économique, au niveau financier, au niveau social. Alors, quand on va donc voir l'ensemble de ces actions, on peut tirer un bilan par rapport à ces interventions. L'ONU donc intervient à travers donc ces institutions pour faire ces réalisations. Et son budget de fonctionnement, c'est la contribution des États membres qui permet à lui de fonctionner. Et au sein de cette organisation, donc, il y a ce qu'on appelle les 5 majeurs qui sont vainqueurs de la guerre, qui ont ce qu'on appelle le droit de veto. Un droit de veto. Le droit de veto. Alors, ce droit de veto, il y a 5 pays membres qui détiennent ce droit de veto. C'est les États-Unis, c'est l'URSS, donc c'est l'URSS, c'est la France, c'est le Royaume-Uni, mais aussi c'est la Chine. Voilà les 5 qui ont le droit de veto. Et le veto, donc, ce sont des décisions majeures. Si un des membres n'est pas d'accord, donc c'est vrai que cette décision ne passera pas. Ça, c'est au niveau du Conseil de sécurité. Il y en a 15 membres, dont les 5 sont permanents, et ces 5 ont le droit de veto. Les 10 autres donc, sont des membres non permanents, et c'est à tour de rôle que ces États détiennent ce droit donc, au niveau du Conseil de sécurité. Voilà en gros si on peut donc résumer pour ce qui concerne maintenant la leçon. Donc, sans entrer dans les détails, bien sûr, c'est un peu le résumé. Et maintenant, on passe aux exercices. S'il y a maintenant des questions par rapport à la compréhension des différentes parties qu'on n'a pas détaillées, on peut maintenant procéder à des questions-réponses.